Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Work 3.0. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir les deux cofondatrices de Make It Work Project, Ise et Juliette. Bienvenue. Merci. Alors moi, je vous ai connu lors de l'Expedition Night qui a été présentée par Samuel Durand et qui a organisé ça d'ailleurs. À cette occasion-là, vous avez fait un battle avec les frères Meyer. Donc moi, après, je suis allé un petit peu voir ce que vous faisiez. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer justement qu'est-ce que Make It Work Project et un peu votre parcours? Yes. Je vais commencer du coup. Alors, Make It Work Project, c'est né en 2019, en septembre 2019. Et c'est né aussi d'une volonté avec Ise d'aller voir des modèles d'entreprises qui travaillent différemment. Donc, c'était assez large au départ. Nous, on se questionnait beaucoup sur les pratiques en entreprise. On a toutes les deux fait école de commerce. Et à l'époque, c'était aussi notre première entrée dans le monde du travail puisqu'on avait fait des stages. On était en année de césure. Et après cette année de césure, on s'est dit, on a vu des modèles classiques, entre guillemets. Est-ce qu'il existe d'autres choses? Parce que travailler 40 ans dans ces modèles-là, ça ne nous est pas arrivé. Et on s'est dit, forcément, il y a d'autres modèles qui existent. Et du coup, on a créé Make It Work en 2019. Les 6 premiers mois, on a trouvé des sponsors pour aller pouvoir faire un tour du monde après pendant 6 mois. Et après, en février 2020, donc juste avant le Covid, on est parti au Brésil trouver des entreprises qui travaillent différemment. Okay. Bon, Covid, on rentre, on se dit c'est pas possible, il faut qu'on continue. Donc on repart en Europe et là, on fait les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède et on retourne en France. Voilà. Après, dans un second temps, on a repris le projet en 2022. Et là, on visite des entreprises, toujours à Paris, et dans les pays un peu limitrophes. Et pour compléter du coup la définition de Juliette, nous, Make It Work, c'est aussi un peu une méthodologie, c'est-à-dire qu'en fait, on est intéressé par toutes les choses qui sont liées au Future of Work, mais en fait, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on va dénicher des entreprises qu'on estime innovantes en termes de manière de travailler. Et en fait, on va passer une journée dans les entreprises pour vraiment comprendre la manière dont elles fonctionnent et comprendre vraiment, en parlant aux fondateurs, mais aussi à tous les salariés, à tous les types de salariés, tous les types de métiers. Et voilà, ça c'est vraiment la méthodologie Make It Work. On a vraiment envie de comprendre comment fonctionnent les modèles qu'on découvre en étant vraiment au plus profond de l'entreprise et comment justement ils mettent en place. Mais justement, ces entreprises, comment vous les sélectionnez en amont du coup? Est-ce que vous le faites par des sujets précis? Est-ce que vous en avez entendu parler? Comment ça se passe? Il y a eu plusieurs manières de faire. En fait, quand on partait à l'étranger, on avait plusieurs manière de faire, soit on contactait des gens qui étaient un peu des speakers du Future of Work à l'étranger, puis on leur demandait est-ce que vous connaissez des entreprises qui fonctionnent différemment. Soit on faisait tout simplement des recherches sur des moteurs de recherche en tapant des mots un peu clés. Il fallait savoir aussi comment c'était appelé dans les différents pays. Par exemple, en Allemagne, on n'appelle pas ça Future of Work, mais New Work, donc il fallait le savoir. Et en fait, après, on essayait de trouver des entreprises. Donc, soit tu avais des entreprises qui mettaient directement sur leur site, nous, on fait des choses différentes. C'est comme ça qu'on a trouvé aussi, qu'on a trouvé plein d'entreprises. Ou alors, en fait, au bout d'un moment, quand on était dans les pays, ou même quand on est en France, quand on parle à des gens en France, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Et c'est ça qui a aussi nous a mené à trouver les modèles les plus percutants. Et notamment l'exemple de Dobra au Brésil, c'est une entreprise qui était un peu dans un état pas hyper connu, un peu au milieu de nulle part. Et en fait, on avait connu cette entreprise parce qu'on avait parlé à une autre entreprise avant qui nous avait dit est-ce que vous les connaissez? Et dans nos recherches, on les avait pas trouvés en fait. Donc il y a aussi beaucoup de bouche à oreille, je dirais. Ouais, on fait beaucoup de veille aussi. Du coup, dès qu'il y a un sujet qui nous intéresse, une conférence, on y va. Et puis là, on repère aussi les entreprises. Et le but après, c'est de leur donner un premier coup de téléphone pour vérifier un peu les informations, puis nos intuitions aussi après ce coup de téléphone. Et là, après, on va passer une journée chez eux d'immersion et parler à un maximum de personnes. Ok, génial. Et justement, vous avez fait pas mal d'entreprises, donc vous avez quand même pas mal d'expérience. Vous avez commencé, donc c'était en 2019. Quelle est justement celle qui a été le plus marquant pour vous? C'est peut-être pas la même, donc du coup, je vais peut-être vous laisser parler l'une après l'autre. Donc je sais pas qui va commencer.
Alors, très bonne question. Je pense qu'on a eu plusieurs coups de cœur. On l'a mentionné, il y avait Dobra, avec qui on s'était vachement bien entendu aussi, et à qui on a reparlé il y a pas longtemps. Enfin, c'est une entreprise pour voir un peu quelles étaient les évolutions. On avait aussi beaucoup aimé WeMind, on avait aussi beaucoup aimé The Rookie Minds, qu'on avait présenté lors de la Whip Expedition Night. Et moi, je dirais c'est plutôt une pratique qui m'avait vachement touchée dans une entreprise allemande, du coup, qui est en fait un cabinet de conseil en communication qui est basé à Berlin. Ils sont hyper engagés parce qu'ils font majoritairement, enfin, ils travaillent avec des entreprises qui sont déjà elles-mêmes engagées. Et en fait, c'est un cabinet de conseil qui a commencé comme une entreprise classique. Donc, ils avaient un format légal classique. Et ils se sont dit, ils étaient assez déjà autodistribués, autogouvernés. Enfin, la responsabilité était assez partagée. Et ils se sont dit, quel est le modèle finalement qui permet de coller le plus à cette responsabilité partagée. Et eux, ce qu'ils avaient trouvé, et je pense que c'est la même chose en France, c'est le format coopératif. Donc ils étaient tous membres de cette coopérative. Et ça changeait pas du tout leur mission en tant que telle. Et en fait, à l'intérieur, moi, la pratique qui m'avait vraiment particulièrement plu, c'était le fait qu'ils élisaient leur management board. Donc c'était 5 personnes à peu près, 5 personnes qui avaient un mandat de 2 ans et qui en fait ils décidaient pas ils décidaient pas c'était pas un monarque régnant, mais ils décidaient sur certains sujets un peu précis. Ils avaient vraiment par exemple un veto sur le recrutement ou des choses comme ça. Et en fait, ce management board, il était élu tous les 2 ans et n'importe qui pouvait mettre son nom. Et en fait, ils essayent d'avoir vraiment une représentativité au niveau de l'entreprise pour être sûr que ce soit pas juste des gens qui sont là depuis hyper longtemps ou des gens qui sont soi-disant plus seniors, qui en fait aient plus le droit de manager. Ça, c'était hyper intéressant. Et aussi, je trouve que ça permettait aussi de remettre en question la notion de management, même dans une entreprise pyramidale. En fait, on monte parce qu'en fait, on va continuer à manager des gens. Enfin, on va commencer et voilà. Dans cette entreprise-là, si on est hyper senior, qu'on est hyper expérimenté, qu'on n'a pas envie de manager, on fait pas partie du management board et puis c'est plié, quoi. Donc voilà, moi, ça m'avait vachement plu. Ok. Et pour toi, Juliette, du coup? Ouais. Et pour moi, la pratique que j'ai trouvée la plus intéressante, pas la plus intéressante, mais la plus impactante, je dirais. Je pense aussi c'est sur ce qu'on veut voir dans le Future of Work, la vision qu'on a. Moi, c'était sur plutôt le partage de la richesse. Et donc, on avait visité une entreprise qui, eux, rendait accessible le capital des entreprises qui sont plutôt de taille moyenne ou petite taille, qui s'appelle The Share Council. Et le but, c'était de rendre accessible une partie de l'entreprise, donc 10% de l'entreprise, de la transformer en token et de les distribuer à la fois aux employés, à la fois aux fournisseurs, un peu à tout l'écosystème. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi la vision qu'on avait de l'entreprise et cette partage de la richesse. Donc, l'entreprise, c'est aussi ce qu'elle crée. Et ce qu'elle crée aussi, c'est à qui on le donne. Ouais. Et finalement, ça permet aussi de rendre un peu plus pérenne les nouveaux modes de travail. Donc, par exemple, ce dont tu parles sur VicVam. En fait, si un jour il y a VicVam, ça marche pas parce que c'est une coopérative et c'est eux qui choisissent le management. Mais disons sur une entreprise un peu plus classique qui décide de devenir innovante parce qu'il y a un fondateur qui a cette nouvelle vision. Une fois que le fondateur part, on a toujours cette question, est-ce que la vision va perdurer? Est-ce que ces pratiques vont perdurer? Et le fait de posséder l'entreprise, ça permet aussi aux employés de garder un peu la main mise sur qu'est-ce qui va se passer, même si on change de fondateur, même si on change de dirigeant, et en fait, c'est nous qui possédons l'entreprise. Donc aussi, à travers ça, on permet de garder cette vision du Future of Work. Ok, merci. Je sais que vous avez fait pas mal d'autres entreprises et que vous avez eu pas mal d'expériences. Donc, vous le partagez donc, sur votre site Make It Work Project, où vous avez fait donc, un blog avec des articles et aussi des vidéos. Donc, toute cette expérience fait qu'aujourd'hui, vous devez avoir une définition assez propre du Future of Work. Est-ce que vous pouvez nous la donner? Alors moi, je dirais, c'est difficile parce que, c'est difficile de le définir. Moi, j'ai l'impression que c'est l'ensemble des pratiques sur plein de thèmes différents. Donc le lieu de travail, la raison d'être, donc le pourquoi de l'entreprise. Est-ce que c'est juste pour une raison financière ou pour autre chose? Ou d'autres sujets aussi comme les pratiques, vraiment les pratiques de management. Et voilà, tout un tas de sujets. C'est un peu tous ces ensembles de pratiques qui remettent en cause la manière dont on définit le travail aujourd'hui. Je pense que c'est comment on questionne un peu nos pratiques et comment on essaie d'en inventer d'autres. Pour moi, c'est ça le Future of Work. Et je pense que Juliette, t'as un peu aussi une autre définition. Ouais. Je pense que oui, l'ensemble des pratiques, et c'est pour ça qu'on a créé Make It Work, pour aller visiter un peu toutes ces pratiques et documenter ce Future of Work. Et je pense aussi à une question philosophique de dire, OK, à un moment, le travail, c'était comme ça. Qu'est-ce que va être le futur?
Et au travers de toutes ces pratiques, on donne un peu un tableau de ce que va être le futur. Et c'est vrai que, enfin, si on prend juste l'entreprise, c'est un peu réducteur. Le travail au global, c'est vrai que c'est beaucoup plus large. Et donc, on revient à cette question philosophique, c'est pourquoi on travaille, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la valeur créée au-delà du travail. Et aujourd'hui, on a une définition et nous, on essaye d'aller voir les pratiques qui donnent une nouvelle définition. Ouais. Ok. Au final, c'est une remise en question perpétuelle du monde du travail. Et même quand ça sera remis en question, on remettra en question. Tout à fait. Okay. Mais, et je pense que ce qui est intéressant aussi, pour moi, c'est aussi, il y a des intangibles un peu, c'est comment rendre plus démocratique la manière dont on travaille. Et c'est aussi pour ça que nous, on pense que ça s'applique à tout le monde et pas seulement au cabinet de conseil, pas seulement au cadre dynamique. Enfin voilà. Ouais. Je pense c'est pour tout le monde, quoi. Tous les modèles d'entreprise, tous les modèles d'organisation, tous les modèles salariales. Sérieux. Très bien. Mais du coup, justement, par rapport à... Donc là, vous avez eu pas mal d'expérience. J'imagine qu'il y a des pratiques qui commencent à être... qui commencent à avoir un petit peu la lumière sur elles. Est-ce qu'il y en a, justement, que vous avez en tête d'aller peut-être expérimenter et aller, justement, en immersion dans des entreprises qui l'ont mis en place? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui va arriver après? Yes, carrément. Oui. Il y a des pratiques qui nous intéressent beaucoup. Le pourquoi on travaille, notamment le sens et au-delà du sens, l'impact qu'a notre travail. Je pense que c'est une question qu'on n'avait pas trop visitée auparavant avec ISE au travers des entreprises qu'on a visitées. Mais là, on a été visiter une entreprise qui s'appelle le Printemps écologique. C'est un syndicat. Okay. Et donc, ça pose la question de l'impact de notre travail. Et aussi comment faire changer les choses à l'intérieur de chaque entreprise. Donc voilà, là c'est un exemple, mais on va voir aussi d'autres choses. Ouais, on va voir d'autres choses. Je pense que nous, dans ce qu'on va faire dans notre périmètre, il y a aussi le temps de travail. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse vraiment à plein de titres. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il y a un moment, je suis multi-active, donc je fais mes histoires, que je suis aussi freelance, je travaille sur d'autres projets. Et en fait, je trouve que se poser la question de comment l'organisation peut accepter et justement accueillir ces profils-là, dire est-ce que c'est possible de travailler 2 jours de manière salariée, 1 jour de manière indépendante, 2 jours dans une asso en tant que bénévole. Je pense que c'est primordial, il faut se poser la question parce que être en CDD ou en CDI pendant 5 jours dans une entreprise, c'est pas forcément la norme pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est intéressant et on va explorer un peu ça. Et pour revenir sur le début de ta question, qui était quelles sont les pratiques qu'on voit aussi pas mal émerger, je pense qu'on peut parler de la semaine de 4 jours. Et moi, je trouve ça génial. Il y a énormément de bruit médiatique autour. Et par rapport à d'autres pratiques qui peuvent être un peu plus innovantes, mais compliquées à mettre en place, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça pose la question de plein de choses dans l'entreprise. Mais ça montre qu'il y a une petite remise en question quand même de pour qu'on travaille et combien de temps on travaille et quelle est la place du travail dans notre vie. Donc, j'espère que ça va changer un peu plus vite, quoi. Merci de m'avoir accordé cette interview et hâte de voir vos prochains projets. Merci également à vous d'avoir suivi cette interview et vous pouvez trouver tous les autres contenus de freelance.com sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast.